Retour sur le plateau de Mediapart pour la suite de ce Mediapart Live consacré à l'effondrement du vivant. Alors, comment faire politiquement avec cette situation et comment est-ce qu'on milite à l'ombre de la catastrophe? Pour en parler, je suis très heureuse de recevoir Luc Semal. Bonjour, vous êtes chercheur, vous êtes maître de conférence en sciences politiques et c'est à vous que j'emprunte le titre de ce plateau puisque vous venez de publier « Face à l'effondrement, militer à l'ombre des catastrophes » qui est paru au PUF. Et je suis très contente aussi de recevoir Some Boy, qui est votre nom militant, votre nom d'activiste. Et vous êtes justement l'un des militants de Extinction Rebellion, ce collectif militant dont nous venons de voir quelques images, une action récente, une action qui s'est passée au Trocadéro à Paris et donc du faux sang a été déversée sur les marches du Trocadéro. On a vu, les images sont très frappantes et elles rappellent en fait aussi d'autres images militantes, les images du groupe ACT UP par exemple, dans les années 90 qui alertaient sur le sida. Vous étiez, je crois, à cette action au Trocadéro. Vous pouvez nous dire pourquoi elle a eu lieu et quel était le message que vous souhaitiez lancer ? Alors en fait, c'est une action qui s'appelle Notre Sang, qui est une réplique d'une action qui a été menée par la branche UK, donc Grande-Bretagne d'Extinction Rebellion. Donc c'est une action là qui a eu lieu le 12 dernier, le dimanche 12 mai dernier. Et donc en fait, l'idée c'était d'alerter sur la catastrophe écologique en cours qui entraîne des millions de morts autant animales que humaines en fait. Donc c'était une action symbolique en fait, voilà. Alors, donc, vous êtes militant à Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, c'est relativement récent comme collectif. En France, je crois que on peut dire que ça remonte à quelques mois à peine. Oui, ça remonte à quelques mois, oui. En mars à peu près qu'on a vraiment commencé. Donc en mars 2019, et ça c'était quelques mois après le lancement en Grande-Bretagne de Extinction Rebellion. On entend le nom Extinction Rebellion. Bon, il y a rébellion, il y a extinction. Donc la question de l'effondrement, de l'extinction des espèces et du vivant est évidemment première, primale dans ce collectif. Est-ce que vous, à titre personnel, c'est la confrontation à ce sujet de l'effondrement qui vous a fait entrer en militantisme ? Alors moi, je suis entré dans le militantisme plus par des voies plutôt sur les questions décoloniales en fait au départ. Et ensuite j'ai été confronté à la question de l'effondrement assez récemment en suivant un certain nombre de conférences et de vidéos sur YouTube et voilà, en lisant un peu, en me renseignant. Et en fait, donc ce que j'ai trouvé intéressant dans Extinction Rebellion, c'était justement le fait qu'on adressait ce problème et qu'on pouvait apporter un certain nombre de réponses ou de propositions pour se mobiliser face à cet effondrement en fait. C'est l'idée d'alerter, d'empêcher que ça se produise. Qu'est-ce qui est le moteur en fait? Alors ce qui est le moteur, c'est plutôt le fait il y a l'idée d'alerter, mais surtout de mobiliser les gens en fait. On voit des photos des actions, notamment en Grande-Bretagne, là, pendant que vous parlez. Ça, là, c'est des actions. Là, c'était au muséum, au muséum à Paris, au muséum à la Galerie de l'Évolution. Exactement. C'est ça. En fait, l'idée, c'est surtout de mobiliser en fait donc les citoyens et les citoyennes pour qu'on soit une masse critique suffisante pour pouvoir faire en fait bouger les choses. Donc, c'est-à-dire qu'on propose un certain nombre de formations et de méthodologies qui permettent à n'importe qui rentre dans Extinction Rebellion de réaliser des actions en fait, tant qu'ils respectent un certain nombre de points qu'on a définis et qui sont indiqués sur le site d'Extinction Rebellion, voilà, les principes de base. Des méthodologies, d'accord, mais pour faire quoi et pour dire quoi? Alors, pour des actions de désobéissance civile non violente, donc c'est avec une stratégie on appelle ça la stratégie de l'escalade, donc on commence par des actions assez symboliques en fait, comme celle que vous voyez, donc l'action du faux sang au Trocadéro ou l'action du Daïn au Muséum d'Histoire Naturelle, et ensuite pour aller vers des actions plus bloquantes, ce qui s'est passé récemment en Angleterre, c'était un blocage de certains points vitaux de Londres par Extinction Rebellion UK, quoi. Et donc voilà, c'est une stratégie d'escalade où on va essayer d'amener de plus en plus de monde à être formé à comprendre l'urgence de la situation et à agir parce qu'on pense que les politiques ne sont pas capables ou en mesure de réagir assez rapidement à la situation, à la crise à laquelle on fait face. Et donc il faut un vrai mouvement citoyen en fait pour que les choses se débloquent en fait.
Alors, Luc Semal, donc vous êtes chercheur et donc vous venez de publier ce bouquin « Face à l'effondrement, militer à l'ombre des catastrophes ». En fait, vous travaillez depuis d'assez nombreuses années maintenant sur les militants écologistes, les décroissants, les villes en transition. Quand vous voyez apparaître un collectif comme celui d'Extinction Rebellion, est-ce qu'il vous semble très différent, un peu en rupture avec ce qui s'est passé avant, avec cette notion d'effondrement, ou est-ce que c'est la continuation d'une histoire du militantisme écolo tel qu'il se déroule depuis maintenant plusieurs années? Alors, à mon avis, il y a des éléments de continuation et il y a plutôt des éléments d'approfondissement plutôt que de rupture. C'est-à-dire que dès les départs de l'écologie politique, dans les années 1960-1970, une ombre de la catastrophe qui plane et la thématique de l'effondrement est présente dès le rapport Meadows, par exemple, de 1972. Oui. On parle d'effondrement déjà à l'époque? On en parle déjà, mais on en parle comme quelque chose qui risque d'arriver si nous n'anticipons pas dans un horizon relativement lointain. À l'époque, on est dans les années 1970, on a beaucoup parlé de 2050. Bon, c'est dans 80 ans, c'est les générations futures. Ce qui se passe depuis le début du XXIe siècle, ce qu'à mon avis on peut observer dans les mobilisations écologistes, c'est qu'on passe progressivement, et c'est un changement assez important, d'une rhétorique des générations futures à une rhétorique des générations présentes. Ce ne sont plus les générations futures qui sont confrontées à des risques d'effondrement, c'est nous. C'est nous. Et c'est un discours qu'on commence à entendre dans les années 2000, dans des mouvements qui sont relativement isolés à l'époque, qui sont le mouvement de la décroissance en France, le mouvement des villes en transition en Angleterre, qui vont critiquer la notion de développement durable et ce qu'elle est devenue, une espèce d'amalgame de croissance verte et de discours rassurants sur le fait qu'on va pouvoir continuer la croissance et le développement tout en préservant les environnements, en faisant de la compensation carbone, de la compensation écologique, etc. Et qui disent non, ce qui est en train de se jouer, c'est la sortie de la civilisation thermo-industrielle. Et la question, pour reprendre un petit peu une phrase de André Gortz, c'est est-ce que cette sortie, elle va se faire de manière barbare ou civilisée? Et l'effondrement, c'est un des mots qui est utilisé pour nommer ce que serait une sortie barbare. Alors dans les années 2000, c'est les mouvements de la décroissance et de la transition, relativement minoritaires même au sein de l'écologie politique. Il y a sans doute une forme de bataille des idées qui a été gagnée dans la mesure où les idées post-croissance, les idées décroissantes, on va dire, se sont quand même, à mon avis, démarginalisées, même au sein de l'écologie politique. Ce discours, quand même, a gagné en importance et on va retrouver aujourd'hui un redéploiement des idées post-croissance et des idées décroissantes, même si le mot décroissance n'est pas là forcément explicitement, dans des mouvements comme Extinction Rebellion, mais aussi ANV COP21 ou l'évolution de Ende Gelände en Allemagne ou toute la réflexion autour de la Deep Adaptation en Angleterre, des mouvements qui clairement, par leurs revendications, par leurs actions, montrent qu'ils demandent plus que des promesses de croissance verte. Oui, parce que le point commun finalement entre ANV, en tout cas un des points communs entre ANV COP21, donc qui sont des militants en justice climatique, Ende Gelände, qui est un mouvement de blocage de sites charbonniers en Allemagne, ou Extinction Rebellion, c'est quand même le recours partagé à la désobéissance. Il y a l'idée de désobéir, de bloquer, d'empêcher le système d'avancer par rapport à d'autres formes de militantisme qui sont des manifs, des marches, des pétitions. Est-ce que ça, par exemple, pour vous, Sunboy, c'est quelque chose d'important? Dire, pas simplement je fais une pétition, mais j'essaie de bloquer la destruction en cours? Oui, exactement. En fait, on a fait donc beaucoup de manifestations. La plupart des militants d'Extinction Rebellion ont participé à beaucoup de manifestations, à des marches pour le climat, à différentes choses. Et on voit que c'est des moments où il y a énormément de gens qui sont rassemblés pour essayer de manifester au gouvernement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou juste au moins faire corps autour d'un problème politique. Et en fait, il y a assez peu de changements qui suivent, en fait. Et donc, ce qu'on se dit, nous, c'est que maintenant, étant donné l'inaction totale du gouvernement, malgré le nombre qui est réuni pour marcher, eh bien, il faut faire des actions différentes de type blocage, de type donc, action symbolique pour atteindre une certaine masse critique, qui, au moment du blocage, permettra vraiment de poser un problème politique et obligera certains décideurs à réagir. Et on a aussi l'idée de bloquer les multinationales elles-mêmes, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement en fait, qu'on essaye d'entraver, il y a aussi tout type de responsables. Oui, et donc il y a eu une action d'ailleurs récemment à la Défense. Ça c'était hier.
Ouais. Voilà, allez-y si vous voulez raconter. C'était une action donc, de semi-blocage parce qu'il y avait un congrès des hydros. Alors, j'ai pas envie de déformer ce qui s'est passé, mais donc c'était sur les barrages hydrauliques en fait. Donc, il y a un congrès qui réunit un certain nombre de dirigeants et d'industriels autour des questions des barrages hydrauliques et des nouveaux barrages qui vont être construits, etc. Et donc on avait un certain nombre de militants qui ont été donc faire une démonstration aussi, enfin une action symbolique de semi-blocage à ce niveau-là à la Défense, sur l'esplanade. Alors, donc, comme je disais au départ, ce mouvement Extinction Rebellion est relativement récent. En même temps, il y a déjà tout un débat autour de cette forme de mobilisation, et notamment, alors, en Grande-Bretagne et puis voilà, aussi un petit peu ailleurs, il y a une critique qui est en train de monter à l'égard de ce mouvement en disant parler d'effondrement, est-ce que c'est pas la marque d'un privilège ? Parce que, est-ce que ce n'est pas un point de vue très eurocentré, très situé en Europe, très situé du côté des pays riches? Parce qu'en réalité, des sociétés, des peuples et des cultures qui se sont déjà effondrées, il y en a beaucoup, et c'est pas la bonne entrée, parce que le risque, c'est de se défendre soi-même face à un effondrement qui peut-être maintenant va nous toucher, mais alors les autres, ceux pour qui ça s'est déjà effondré, qu'est-ce que vous allez faire pour eux? Qu'est-ce que vous, Someboy, vous répondez à cette question, et qu'est-ce que ça suscite peut-être au sein de vos camarades comme une discussion? Alors en France, on a du coup un groupe auquel je participe qui travaille sur la question de l'écologie décoloniale, justement. Au sein d'Extinction Rebellion. Au sein d'Extinction Rebellion. Donc je précise juste que je parle en mon nom propre et pas en tant que représentant d'Extinction Rebellion, c'est important. On précise toujours parce qu'on n'en a pas de porte-parole. Voilà. Ouais. Donc moi je travaille au sein d'un groupe qui réfléchit à l'écologie décoloniale en posant la question justement de quels sont nos rapports. Donc l'eurocentrisme, c'est un peu l'idée de se couper du reste du monde en pensant que l'Europe a des frontières définies qui ne bougent pas, alors qu'en réalité, par exemple, si on prend juste le cas de la France, on dessine souvent la France comme un hexagone, mais en réalité, depuis le XVIe siècle, c'est un pays qui possède des colonies partout. Donc ça a été en Amérique, en Afrique, en Asie, et aujourd'hui encore, donc il y a des territoires qu'on appelle maintenant les territoires outre-mer depuis 1950, qui étaient des colonies, qui étaient appelées colonies avant, dont la Guyane, dont on a parlé, qui a plus de 50% de la biodiversité française. Donc nous, la question qu'on se pose dans le cercle écologie décoloniale au sein d'Extinction Rebellion, c'est un peu comment est-ce que on va en fait retisser le lien, donc sortir de l'eurocentrisme et se demander en fait quelles sont les responsabilités qu'on a en tant que pays, on va dire riches, mais qui sont en fait des anciennes métropoles coloniales. Comment est-ce que notre développement, notre progrès, toute cette narration qu'on nous vend en disant voilà, c'est comme ça que la marche de l'histoire doit se suivre, doit se faire. En fait, comment toutes ces choses ont été construites sur la colonisation, qui est donc l'exploitation des peuples en vue d'exploiter en fait leurs terres. Donc c'est-à-dire qu'il y a certains peuples qui vont opprimer d'autres peuples dans le but d'exploiter les terres en fait. Donc c'est vraiment une logique, c'est vraiment quelque chose qui doit imprégner totalement l'écologie, le fait de penser la décolonisation. On l'a vu dans les plateaux qu'il y avait avant, on parlait de pays riches, de pays pauvres, du rapport à l'Afrique, aux pays occidentaux, sans jamais parler réellement du mot colonialisation, colonialisme, qui est quand même un des fondements de notre pays, et que si on arrive à traiter cette histoire, on peut arriver enfin à développer une écologie positive en fait. Il suffit juste de comprendre l'histoire, ce qui s'est passé, et d'essayer de déconstruire ça au fur et à mesure pour arriver à quelque chose en espérant un peu différent. Luc Semal, donc dans le livre que vous venez de publier, vous avez toute une réflexion en fait sur quel type de militantisme, au pluriel, peuvent naître en fait de ces émotions tristes, de cette angoisse, de cette inquiétude. Est-ce que vous voyez, vous aussi, ou pas, un risque que la confrontation à l'effondrement, quand même, à des questions hyper dures d'extinction, ne suscite des formes d'autodéfense, voire d'égoïsme ou de repli derrière les barrières nationales? Alors, je pense qu'effectivement, c'est des sujets qui sont très durs. C'était perceptible dès les mouvements de la décroissance des villes en transition dans les 2000, et on le revoit aujourd'hui dans les mouvements dont on parlait à l'instant. Le problème, c'est que soit on affronte ce diagnostic rude, et on essaye de le
posé comme un problème politique dont on doit parler collectivement et dont on doit délibérer. Dans ce cas-là, il faut se confronter un peu à ce diagnostic, aussi rude soit-il. Soit effectivement, on le met sous la table, on n'en parle pas, on en reste à des discours relativement rassurants de développement durable et que tout ira bien. Et tout l'enjeu, si on veut essayer de construire une sortie civilisée de la civilisation des énergies fossiles, c'est-à-dire civilisée en essayant de répartir équitablement les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les réductions des émissions de consommation d'énergie, il faut être capable d'en parler collectivement. Alors, je pense que le risque de repli un peu survivaliste, vous n'avez pas dit le mot, mais je pense que c'est aussi ça qui est derrière, ou de repli aigri, est surtout présent si on n'arrive pas à en faire un objet de discussion politique et un objet de délibération. À partir du moment où on est confronté à ce diagnostic, il y a des émotions inconfortables, de peur, d'angoisse, de moments de désespoir qui peuvent survenir. En général, c'est ce qu'on observe dans ce type de mouvement. Mais les deux choses qui vont permettre de dépasser ces émotions, ça va être la délibération, l'affronter collectivement, pas simplement rentrer chez soi après avoir vu un énième documentaire expliquant l'effondrement du vivant et à quel point on va dans le mur. Donc la délibération, en parler collectivement, en faire un sujet légitime qui doit être pris en charge par le politique, et ensuite l'action. Et l'action, elle peut prendre des formes très diverses. Elle peut prendre des formes relevant de la désobéissance civile, comme c'est le cas dans Extinction Rébellion. Mais dans le mouvement des villes en transition, par exemple, c'était plutôt orienté vers l'action locale, construire la transition vers un monde post-pétrole et post-croissance à l'échelle sur laquelle on a davantage de pouvoir d'agir, qui est celui de la commune. Et dans les mouvements que vous avez observés, donc décroissants, en transition, etc., est-ce que globalement ces mouvements continuent ou ont continué à croire en l'État et à la puissance publique, ou est-ce que ça n'amène pas très vite la question de faire par soi-même, donc en autonomie, voire en autogestion, face à, quand même, vous, le diagnostic que vous, à Extinction Rébellion, à travers vous, pose d'une inefficacité, voire d'une incompétence, voire d'un refus d'agir des dirigeants politiques? C'est très variable d'un mouvement à l'autre. C'est pas un élément homogène, en fait, au sein des mobilisations à dimension catastrophiste aujourd'hui. Donc, ces mobilisations qui sont un peu aux prises avec ces questions d'effondrement du vivant, d'effondrement possible de la civilisation industrielle. Certains groupes ou certains mouvements vont vraiment être dans des logiques anti-étatiques, en pointant les responsables, en disant qu'il n'y a rien à attendre des institutions nationales, en disant soit qu'il faut être dans des logiques sécessionnistes, soit dans des logiques vraiment de blocage. Ce n'est pas la même chose, mais c'est deux actions possibles. Oui, typiquement les ZAD, par exemple. Voilà. Vous avez d'autres mobilisations qui vont plutôt s'ancrer dans le local, comme le mouvement des villes en transition, mais qui ne sont pas opposées à des actions au niveau national. Et puis, vous avez aussi d'autres mouvements et d'autres acteurs de l'écologie politique, disons, post-croissance, qui vont s'interroger sur ce que pourrait faire un État qui déciderait de vraiment prendre en charge la question d'une transition écologique véritable. Et là, il peut aussi ressortir des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il y avait une envie et une volonté politique de construire une transition écologique rapide, il y aurait des choses à faire, par exemple, en termes d'organisation de la décroissance du transport aérien dans nos sociétés. Toute dernière question pour Someboy. Vous, on a parlé beaucoup d'extinction, mais rébellion, pour vous, c'est se rebeller contre quoi? C'est l'État, le capitalisme, quelque chose de plus diffus? Alors en fait, on est un mouvement donc, radical. Donc l'idée, c'est qu'on cherche à s'attaquer aux racines en fait, de tout ce qui permet la destruction de la biodiversité et l'effondrement du vivant. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y avait la question décoloniale, mais à l'intérieur de Extinction Rébellion, on fonctionne autour d'un forum et de façon donc non hiérarchique, ce qui permet d'avoir plein de bulles, on va dire, de discussion. Donc les rebelles discutent beaucoup sur plein de thèmes. Donc il y a la question du capitalisme, la question de l'écoféminisme. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et donc la rébellion, elle est, en fait, c'est d'abord une façon d'être visible et d'entraver suffisamment les actions de la société qui détruit le vivant, pour atteindre une certaine masse critique. Et en fait, cette masse critique, en fait, les personnes qui vont nous rejoindre peuvent se former donc, et ensuite
voilà, trouver on va dire leur bulle ou les actions qu'ils veulent faire plus précisément. C'est un peu tous azimuts, quoi. Finalement, c'est un peu une sorte de coalition de plein de colères. Il y a quand même la préoccupation principale qui est la 6e extinction de masse qui est en cours. Et donc c'est avant tout pour ralentir et sensibiliser à cette question qu'on se rebelle, hein, effectivement. Bon, écoutez, il faut qu'on arrête là, mais merci beaucoup à tous les deux, vraiment, de nous avoir apporté vos éclairages et vos expériences. Donc, c'est la fin de ces temps de discussion sur le vivant et l'extinction des espèces. Mais bien sûr, ce sont des sujets que nous allons continuer à suivre et à travailler de très près à Mediapart.